Très bien, très bien. Là, c'est bon? Mmh. Très bien, Allez, excellent. on va commencer? Oui, Allez. Bismillah. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à notre webinaire consacré cette fois-ci pour le déroulé pédagogique. Alors, le déroulé pédagogique pour un module ou là, une séquence pédagogique. Alors, tout d'abord, je me présente. C'est Ali Hassani. Alors, je suis consultant enseignant. Je suis formateur pour des entreprises, pour des écoles, pour des business schools aussi. Mais je me dis toujours que je suis un facilitateur en intelligence collective. Alors, les objectifs de ce webinaire, à la fin de ce webinaire, vous serez capable, en mesure de définir et classer les différentes phases, les différentes étapes d'un déroulé pédagogique, de vous approprier, Inch'Allah, le contenu de chaque phase de ce déroulé et être capable aussi d'établir un déroulé pédagogique pour un module ou là pour différentes séquences de formation. Alors, le déroulé c'est l'énoncé du titre, dégager des contraintes. Troisième étape, c'est caractériser les participants, puis fixer les objectifs, établir les contrôles ou les évaluations. Comme ça, sixième étape, c'est définir le contenu de notre séquence, de notre module. Septième étape, c'est introduire la pédagogie. Et comme dernière étape, c'est prévoir le milieu pédagogique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire énoncer le titre, qui est la première phase? Alors, vous allez énoncer le titre de votre séquence ou de votre module en fonction de ce que vous voulez donner, ce que vous voulez transmettre comme compétence à vos apprenants. S'il s'agit d'un savoir, donc il faut énoncer le titre sous forme d'un titre qui utilise un nom indiquant les étapes, par exemple l'Afrique subsaharienne. Donc, je vais parler de l'Afrique subsaharienne. Si vous voulez transmettre un savoir-faire, il faut utiliser généralement la formule comment avec un verbe à l'infinitif indiquant une action. Exemple, comment rédiger la feuille de déclaration d'un accident. Et si vous voulez transmettre un savoir-être, il faut utiliser la formule un rôle ou une attitude ou un comportement. Par exemple, les attitudes d'un secouriste. Donc, comme ça, les apprenants seront capables de voir de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'un savoir ou d'un savoir-être ou, comme je l'ai dit, un savoir-faire. Il faut dégager les contraintes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dégager les contraintes comme deuxième phase? C'est déterminer la durée de votre séquence, de votre module, euh, le moment, à quel moment, est-ce que c'est 3 jours, la matinée, 3 matinées, 3 après-midi, 4 heures dans une journée, le lieu et le nombre de participants. Alors, je dis toujours, s'il vous plaît, pour les ateliers, donc le nombre de participants, c'est très important pour un formateur. C'est généralement une dizaine ou une douzaine de participants. Alors aussi, il faut dégager les contraintes pour parler du type de formation. Si c'est une formation en présentiel, ou là en distanciel, un e-learning ou un blended learning, ou là carrément les deux, comme j'ai dit, un blended learning, une formation hybride où vous allez utiliser le distanciel avec le présentiel. C'est primordial pour vous. Et puis, il faut caractériser les participants. Quel genre de participants vous avez comme troisième phase? Là, il faut, dès le départ, parler de l'andragogie, penser à l'andragogie. Comment les participants, comment les adultes vont apprendre. Alors maintenant, si vous êtes des formateurs ou des éducateurs ou des enseignants pour des enfants, ça c'est autre chose. Vous allez utiliser la pédagogie chez l'enfant.
Il faut toujours penser au savoir, vouloir et pouvoir, c'est un triangle. Comment les adultes, qu'est-ce qu'ils savent, comment ils apprennent, hein? Est-ce qu'ils ont un bagage, un background? Est-ce qu'ils veulent de cette formation? Qu'est-ce qu'ils peuvent donner après cette formation? Alors, toujours en tête, la pyramide de l'apprentissage, comment les adultes apprennent et penser à l'andragogie. Alors, il y a 6 principes en matière d'andragogie. L'apprentissage chez l'adulte, on parle de l'adulte, correspond à ce que le stagiaire veut, à ce que l'apprenant veut. S'il ne veut pas, ça c'est le vouloir. Donc, il ne va pas venir ou là, il sera préoccupé ou là occupé par autre chose. L'apprentissage est participatif, c'est les deux ensemble, c'est-à-dire le formateur et l'apprenant. Mais c'est aussi avec les autres apprenants qu'on travaille généralement. L'apprentissage repose sur des expériences vécues. C'est lorsque vous êtes en formation, vous allez remarquer que les gens vont parler de leurs expériences. Moi, à l'entreprise première, j'ai fait ça, ça. Moi, quand j'étais responsable de ça, moi, quand j'étais exécutant dans tel, quand j'étais machiniste, voilà, donc c'est les expériences. Nous, chez nous, on fait comme ça. Donc voilà les expériences, ils vont parler de leurs expériences le plus souvent. L'apprentissage s'accompagne de réflexion. Donc, vous allez voir que les expériences, au fur et à mesure, les gens vont réfléchir, est-ce que je le fais de la meilleure manière? Est-ce qu'il y a une manière différente? Comment les gens font aussi? Les autres gens, comment ils font? L'apprentissage repose sur le respect du stagiaire. Ça, c'est primordial pour nous en tant que formateurs. Le respect, le respect, le respect mutuel. L'apprentissage se déroule dans une atmosphère de confiance. S'il n'y a pas de confiance, on ne peut pas apprendre. Comme j'ai dit, la pyramide de l'apprentissage, généralement, c'est des méthodes aussi d'apprentissage. Les gens apprennent lorsque vous leur parlez comme ça à une présentation, je ne sais pas, PowerPoint ou comme je le fais par exemple ici, ils vont suivre, ils vont capter peut-être 5%. Mais si vous discutez avec eux, ils vont capter généralement autour de 50%. S'ils vont faire des choses, s'ils vont faire des exercices, des jeux pédagogiques, des business games, des mises en situation, des jeux de rôle, ils vont apprendre jusqu'à 75%, 3/4. Hein. Et si eux aussi, ils vont former, c'est eux aussi, ils vont transmettre à d'autres gens, peut-être, en guillemets, je parlerai, Inch'Allah, un de ces cadres de la formation par les pairs, ils vont apprendre jusqu'à 90%. Ça, c'est une idée générale sur la pyramide de l'apprentissage. Donc, ça nous donne aussi une idée sur le matériel, sur les éléments que je vais utiliser lors de mon intervention. Alors, l'apprentissage chez l'adulte selon Kolb, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, par l'expérimentation, il y a une réflexion et puis le raisonnement. Donc, il va essayer de conceptualiser ce qu'il a appris, ce qu'il a expérimenté, ce qu'il a fait de son expérience, et puis la mettre en pratique sous forme peut-être de théorie. Ah oui, telle théorie correspond à ce que je fais. Alors, généralement, je vous dis une chose, je vous raconte quelque chose. Quand je travaille avec les adultes dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de cas, il y a la réflexion suivante qui jaillit à la fin. À la fin, ils vont me dire, Monsieur Hassani, nous avons l'habitude de travailler comme ça, mais on ne savait pas que ça correspondait à la théorie flénière. Donc, moi, pour eux, au moins, il y a l'occasion de mettre des théories, de théoriser ce qu'ils ont appris. Alors, construire l'emploi du temps, c'est aussi pour caractériser les gens dans la formation. Vous le savez que le matin à 9h ou à 8h30, quand vous commencez, les gens viennent très actifs, voilà. Mais ça dépend de ce qu'ils ont vécu la veille, hein, la matinée, tout simplement, au réveil, hein, chez eux, à la maison, au travail. Alors,
généralement, de 9 heures à 11 heures, ils sont au maximum d'attention. Vous pouvez exposer, vous pouvez faire des exercices, ils sont attentionnés. Quand midi approche, là, c'est un peu, on va commencer à avoir faim. Donc, peut-être que les gens vont être agités. Alors, après le déjeuner, généralement, ils ont besoin de sieste. Moi, j'ai beaucoup de cas quand je travaille dans des entreprises, entre 13h, 13h30 et 14h, nous ne voulons pas. On va faire une petite sieste, peut-être nous reposer. Voilà, c'est un droit, c'est pour revenir à de meilleurs sentiments, à de meilleures émotions, à de meilleures actions aussi. Alors, à 15 heures, généralement, 14h30 ou là, 15 heures, ils vont reprendre un peu d'attention, un peu d'énergie. Et à partir de 16 heures, tout le monde va s'exciter parce qu'ils n'attendent que la sortie. Donc, essayez de faire là des choses, peut-être travailler en sous-groupe, peut-être, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses. Nous allons revenir sur ça dans une prochaine capsule pédagogique. Alors, comme quatrième étape, c'est fixer les objectifs. Voilà un point important dans la formulation, si vous voulez, des objectifs. Alors, les objectifs, ça dépend, on parle d'objectifs opérationnels, d'objectifs généraux, d'objectifs pédagogiques. Alors, ça commence par, à la fin de cette formation, à la fin de ce module, à la fin de cette séquence, le stagiaire, l'apprenant sera capable, sera en mesure de. Alors, il faut le faire suivre par un verbe opératoire, un verbe à l'infinitif, l'auteur. Qu'est-ce qu'il va produire, les conditions et les critères de réussite, que ce soit des critères quantitatifs ou là, des critères qualitatifs. Faites attention, l'objectif pédagogique doit être une traduction, si vous voulez, une déclinaison des comportements observables et uniformes. Il n'y a pas 1000 suppositions, 2 ou 3 suppositions sur ce qu'ils vont faire. Pour que ça soit observable, qu'on peut l'observer. Et généralement, quand on parle d'objectifs pédagogiques, on se base généralement sur une taxonomie qu'on appellera la taxonomie de Bloom, où il y a 6 niveaux dans la taxonomie de Bloom. Si vous voulez, par exemple, arriver à un niveau de connaissance, par exemple un niveau 1 de connaissance, je leur donne des connaissances générales sur, par exemple, c'est quoi le conflit. Alors, vous allez donner des définitions. C'est quoi le management? Vous allez donner des définitions. Alors, pour votre objectif, c'est avoir les connaissances, c'est-à-dire l'un des points, c'est se souvenir, c'est mémoriser, c'est les définitions. Deuxième, c'est comprendre. Deuxième niveau, c'est comprendre de quoi il s'agit. Est-ce que vous comprenez c'est quoi le management? Voilà. Les applications. Alors, troisième point, c'est application. Comment je peux appliquer ce que j'ai appris dans ma vie professionnelle? Pouvoir analyser et synthétiser, c'est le quatrième et le cinquième niveau. Et en dernier niveau, c'est le plus élevé si vous voulez, c'est être capable d'évaluer, être capable de prendre des décisions, être capable de défendre son avis, avoir les compétences nécessaires pour défendre. Alors, chaque niveau, selon la taxonomie de Bloom, il y a des verbes à utiliser. Donc, rappelez-vous, à la fin de cette séquence, à la fin de ce module, les apprenants seront capables seront en mesure de. Alors, le verbe hadak, le verbe opératoire, le verbe d'action, c'est selon le niveau auquel vous voulez arriver. Par exemple, si vous voulez arriver à un niveau de connaissance, connaître c'est quoi le conflit, donc choisir si vous voulez donner 3 situations différentes, ils peuvent être capables de choisir
entre les trois et de dire هذا هو le conflit là ou là. Alors, des verbes, pour connaissance, on a par exemple cité, ils sont capables de citer, par exemple, si vous dites que, par exemple, ici dans notre cas, par exemple, dans l'andragogie, il y a 6 principes. Alors, citez-moi les 6 principes de l'andragogie. À la fin de la séance, ils doivent être capables de le citer. Compréhension, est-ce qu'ils peuvent démontrer, est-ce qu'ils peuvent faire la différence entre telle situation et telle situation? Par exemple, vous donnez 2 situations. Là où il y a un conflit, un autre, il n'y a pas de conflit, ils peuvent différencier que la situation qui a un conflit, la situation, mais qui a un conflit. Est-ce qu'ils peuvent appliquer, compléter ou là, employer? Ça, c'est des verbes d'action que vous pouvez utiliser pour l'analyse, décomposer, diviser, examiner la synthèse, et aussi assembler, compiler, être capable de construire quelque chose. Et l'évaluation, c'est apprécier. Alors, généralement, dans les verbes, selon la taxonomie de Bloom, on évite d'utiliser les verbes, les ngolophions, par exemple. Il doit être capable par exemple, de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Est-ce que c'est un verbe d'action? Non, ce n'est pas un verbe d'action. C'est général. Alors, il faut être très pointu là-dessus. Comme 5e étape, c'est établir les contrôles, établir les évaluations. Comme vous le savez, il y a 3 types d'évaluations en général. L'évaluation en amont qu'on appelle les évaluations prédictives, les évaluations pendant la formation, les évaluations formatives, et à la fin, c'est l'évaluation sommative de ce que vous avez fait. Alors, selon Kirkpatrick, il y a 4 niveaux. Moi, à mon sens, il y a 4 niveaux plus 1. Si vous voulez, le niveau 4 bis. Il y a le niveau 1, c'est les participants. Est-ce qu'ils ont apprécié la formation? Leur réaction, évaluer leur réaction par rapport à la formation. Est-ce qu'ils ont appris quelque chose? Est-ce qu'ils ont acquis quelque chose? C'est le 2e niveau. Le 3e niveau, comment les participants appliquent ce qu'ils ont appris au niveau de leur travail. Ça, c'est être des comportements. Et puis le niveau 4, à mon sens, il y a niveau 4 et 4 bis. 4, c'est les retombées de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont appris sur l'organisation. Et le niveau 4 bis, c'est les retombées de cette formation sur leur personne, sur les individus. Ça, c'est selon l'évaluation de Kirkpatrick. Alors, les 2 premiers niveaux, comme vous pouvez le constater, c'est des niveaux d'évaluation, ce qu'on appelle généralement l'évaluation à chaud. Et les 2 autres niveaux, niveau 3, 4 et 4 bis, ça relève de l'évaluation à froid. À froid, généralement, quelques semaines après la formation. Généralement, on commence à partir de la 12e semaine. Alors, l'évaluation doit se faire à tous les niveaux. Moi, je dis qu'il faut que l'évaluation soit présente à tous les niveaux avant la formation pour évaluer les besoins. Là où ça commence, la formation, c'est pour les attentes, pour les acquis, évaluer avant ça les prérequis. Pendant la formation, utiliser les évaluations formatives à chaque séquence, à chaque module et une évaluation pour voir où est-ce qu'on on avance, où est-ce qu'on va dans cette formation. Et à la fin, bien sûr, une évaluation sommative de tous les acquis. Et après, on peut aussi évaluer selon les niveaux de Kirkpatrick, les évaluations à froid. Définir les contenus. Alors, définir le contenu, ça répond à quoi? À l'ingénierie pédagogique. C'est-à-dire, ça, c'est la formation du formateur lui-même, c'est la recherche qu'il va faire. D'où est-ce qu'il a les connaissances? On ne doit pas se contenter seulement des acquis au niveau de l'entreprise. Il y a, je trouve, beaucoup de formateurs qui disent, moi, je suis un formateur, comment dire, un praticien. Je suis praticien.
Je vais me contenter de ce que je sais au niveau de l'entreprise. Pas seulement ça. Il y a d'autres formateurs qui disent, moi, je suis académicien. Moi, je dis que le formateur doit être à la fois praticien et académicien, même s'il n'est pas académicien. Il va faire des recherches. Des recherches. Alors, il faut faire l'inventaire, la sélection et structurer. L'inventaire, par exemple, lire les bouquins, les livres, les références, chercher Internet, voir les conférences des autres. Voilà, vous avez beaucoup de choses à faire. Mais comme l'information maintenant, elle est étalée, hein, il y a beaucoup d'informations, il y a, si vous voulez, des nuages d'informations, et donc il faut sélectionner. Il faut sélectionner en fonction, moi je dis toujours, en fonction de ce que les apprenants ont besoin. Et après, vous allez sélectionner, après, vous allez structurer en fonction de ce que vous allez transmettre à vos apprenants. Et puis vient un moment assez, assez compliqué pour certains, c'est introduire la pédagogie, c'est la septième étape, la septième phase. Alors, quelle pédagogie utiliser? Quelles sont les méthodes que je vais utiliser? Alors, généralement, il y a 4 méthodes hein, bien connues. Alors, généralement, il y a des formateurs, des formatrices aussi, qui utilisent la méthode expose. Ils exposent, ils transmettent l'information, des connaissances, des savoirs à travers un exposé, soit oral, soit un exposé. Et les apprenants vont prendre note de ça. Ça, c'est une manière de faire. Alors, par exemple, quand j'utilise qui maintenant le e-learning, quand j'utilise un cours magistral, quand j'utilise par exemple un module à distance e-learning, donc je vais exposer, je vais utiliser la méthode exposée. Alors, démontrer, c'est faire acquérir un savoir. C'est généralement pour un savoir-faire, en montrant à l'apprenant comment il doit faire. Généralement, par exemple, quand je fais formation sur un poste, sur Excel, par exemple, sur l'usage, l'utilisation de tel matériel, hein. Donc, je leur démontre, je leur montre ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont à faire. Et eux, ils vont suivre. Voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça en fonction de ce que vous avez montré. Et là, que ce soit démontré ou là, exposé ou là, les deux autres, là, les trois autres qui viennent, de trois autres méthodes, ça dépend de votre réflexion aussi, de votre méthode de présenter la pédagogie. Une méthode, par exemple, on dit une approche déductive ou là, une approche inductive. On va voir ça ensemble. Je crois que voilà. Alors, généralement, déductive ou la inductive, qu'est-ce que ça veut dire? Inductive, quand son nom l'indique, c'est induction. Donc, ça veut dire que je parle petit à petit. Donc, je leur montre des détails pour qu'ils puissent, à la fin, avoir une idée générale sur le thème, sur le module. Inductif, c'est quoi? C'est partir du général pour aller vers les détails. Voilà les deux méthodes que vous avez, que vous pouvez toujours utiliser. Il y a questionner, interroger. Hein, c'est à partir des questions qu'on apprend des choses. Par exemple, quand j'utilise la méthode post-it, par exemple, on pose la question quand j'utilise la méthode post-it, généralement, c'est le brainstorming. On pose une question générique et puis, à partir de petites questions, on va élaborer le sujet ou le thème interne. Et stimuler, c'est un comportement, le transmettre ou là, un savoir-faire. Quand l'apprenant lui-même, le stagiaire, fait partie euh, du décor, pas seulement du travail lui-même, hein, quand il est impliqué en quelque sorte.
Alors, par exemple, avec l'ingénieur auto, l'ingénieur auto, il ne va pas vous parler voilà, il faut utiliser ça, il faut utiliser ça. En théorie, vous allez être dans la voiture, vous allez conduire ensemble. Donc, il va voir qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous faites d'une manière de généralement, on utilise aussi, nous, dans les formations en management ou en leadership, les jeux de rôle. On utilise les business games aussi. On utilise les mises en situation. Ça, c'est les jeux pédagogiques. Donc, on implique nos apprenants dans ce que nous faisons. Et puis, il y a aussi une méthode de faire découvrir, par exemple, par learning by doing. Euh, Par exemple, on fait des choses et après ça, on apprend ce qu'on fait. Alors, les deux dernières méthodes, généralement, les gens les appellent des méthodes actives ou là, des méthodes participatives. Alors, retenez qu'on doit avoir 4 méthodes, généralement, l'exposé, l'interrogation, la démonstration et l'active. Alors, le cas échéant, c'est utiliser un mix. C'est-à-dire que je peux utiliser un exposé pour avancer une théorie, je peux poser des questions pour travailler un brainstorming, je peux démontrer des choses ensemble euh, pendant le travail et faire des jeux de rôle vers des simulations. Donc, essayer de mixer les activités, les méthodes pédagogiques Tawana, c'est vraiment l'objectif. Ne restez pas sur une méthode à exposer ou là, alors généralement les autres sont mixés. Hein. Surtout, je parle des enseignants, ne restons pas sur l'exposé lui-même parce que ça ne va pas apporter beaucoup de choses à l'étudiant lui-même. Alors aussi, dans cette 7e étape, il faut envisager les supports pédagogiques. Alors les supports, il faut les préparer bien avant. Si vous utilisez un PowerPoint, il faut le préparer data show. Si vous utilisez les méthodes actives, donc il faut préparer les exercices à faire. Euh, N'oubliez pas que les supports, mettez ça, on les fait dans ce que vous allez préparer, c'est la fiche pédagogique, mais vous allez faire aussi un scénario pédagogique. Nous en avons parlé dans une capsule présentante. Le scénario pédagogique. Dans le scénario pédagogique, vous allez parler aussi ce que je fais un an en tant que formateur et les supports que je vais utiliser, la méthodologie, des actions que je vais faire aussi, les apprenants, qu'est-ce qu'ils vont faire. La documentation, essayer de préparer la documentation, le soft, ce qu'on appelle le soft et les handouts aussi, des exercices, les supports de cours que vous allez donner, les différentes illustrations. C'est très important pour l'apprenant. Généralement, c'est un fil conducteur de la formation. Il va suivre la formation de A à Z. Et puis, c'est aussi un document de référence. Après votre formation, il va se référer à ça. Moi, j'ai eu une agréable surprise. Une fois, je leur ai dit à mes apprenants, la documentation, vous l'aurez à la fin de ce séminaire. Alors, quelqu'un, il m'a dit, Monsieur Hassani, moi, j'aimerais bien avoir la documentation avant la formation. Donc, voilà. Après, j'ai décidé donc de donner la documentation, le cours, le soft, le soft, pour qu'il y a beaucoup de gens qui veulent suivre. Il y a des gens aussi qui sont sérieux, assidus, venir le lendemain, chercher, faire une petite recherche sur votre documentation ailleurs, sur Internet, etc., poser des questions ailleurs et venir avec leur propre question. Et puis, une dernière étape, c'est prévoir le milieu. La 8e étape, la 8e phase, c'est le milieu pédagogique. Alors, généralement, il y a des positions, dispositions plutôt dans la salle en fonction de ce que vous voulez. Hein. Donc, il y a disposition, on va dire, salle de cours, hein, classique, hein, scolaire. Mais généralement, moi, j'utilise la forme en U, la
dispositions qui facilitent la communication entre le formateur et les participants. Alors, généralement, c'est une douzaine d'apprenants en forme de U, pardon, ou là, en demi-cercle. Hein, en demi-cercle. Il y a, lorsque vous voulez travailler, par exemple, avec un grand nombre, moi, je préfère beaucoup plus la disposition en banquet, hein, des petites tables autour desquelles vous allez trouver 4, 5 personnes. Je préfère beaucoup plus en U, en demi-cercle, ou là, en banquet. Généralement, quand j'utilise les forums, donc je fais la disposition théâtrale, si vous voulez, donc au milieu. Et puis, il y a des dispositions des apprenants sous forme de théâtre, hein, le théâtre romain, hein, rappelez-vous, théâtre romain. Alors voilà, sur ce, nous allons terminer l'exposé Internet sur le déroulé pédagogique. C'est pour terminer un peu, évaluer vos connaissances. On va procéder à un quiz final. Alors, c'est des situations, si vous voulez, c'est fill in the gaps. Hein? Vous allez terminer les phrases, les pointillés des canons. Alors, première question, comment utiliser un tableau Excel? Ça, c'est une formulation, un intitulé. Alors, cet intitulé est de type, quel type d'intitulé? Comment utiliser un tableau Excel? Est-ce que c'est un savoir-faire ou savoir-être? J'attends quelques secondes. Voilà, c'est un savoir-faire. Comment? Deuxième, la taxonomie de Bloom comprend combien de niveaux? Elle comprend 6 niveaux. Très bien. Troisième, pour 12 apprenants, la 4e, la méthode active est appelée aussi la méthode, généralement on l'appelle la méthode participative. 5e, l'évaluation des prérequis en formation est dite. Est-ce que c'est une évaluation formative? Non. C'est une évaluation prédictive, c'est-à-dire avant. L'adulte apprend de ses, comment il apprend? De ses expériences, bien sûr, de ses expériences. 7e, le formateur prépare ses documents. Il s'agit de quelle ingénierie? Quand il prépare les documents, il fait de la recherche. C'est quelle ingénierie? C'est effectivement l'ingénierie didactique. Voilà, grosso modo, ce que je voulais dire pendant cette vidéo, ce webinaire. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'attends toujours votre feedback. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Confluence pédagogique. J'attends vos remarques, comme je l'ai dit. Donc, essayez de partager le contenu. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de votre attention.